tu veux que je commence ? Quand tu veux. Moi, après, je peux couper. Donc. Ah, ok. Bon, alors c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue sur Filles Expat, la chaîne qui vous dévoile les aventures de filles francophones qui ont osé tout quitter pour vivre aux quatre coins du monde. Chaque semaine, Kelly vous fera découvrir une nouvelle destination, une nouvelle histoire à travers ses interviews. Préparation au départ, appréhension, découverte et adaptation aux nouvelles cultures, vous verrez à quel point chaque expérience peut être différente mais toujours très enrichissante. Donc si vous songez à vous expatrier ou que vous êtes simplement curieux de savoir comment on vit au Chili, au Danemark ou encore à Taïwan, on vous dit welcome! Le but de Kelly à travers ses podcasts est de partager avec vous le vécu, le ressenti des unes et des autres. Expatriée elle-même 9 ans entre les États-Unis et le Canada, passionnée de voyage et surtout grande épicurienne, et je sais de quoi je parle, elle adore partir à la rencontre de nouvelles personnes et échanger des points de vue. Allez, c'est parti, embarquement immédiat, bonne écoute! Bonjour à toi qui nous écoutes aujourd'hui. Au moment où nous enregistrons ce nouvel épisode, la chaîne Filles Expat a dépassé les 5000 écoutes et c'est un milestone que tout podcaster a hâte d'atteindre. Donc je tenais à te le faire savoir, mais je tenais surtout à te remercier pour ta fidélité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de pouvoir échanger sur un pays très peu connu dans le monde de l'expatriation. Donc sans plus attendre, je vais laisser mon invité se présenter. Si tu peux commencer par ton prénom, ton âge et la ville où tu te trouves actuellement. Bonjour Kelly, merci beaucoup de m'avoir invitée pour témoigner de mon expérience d'expatriation sur ta chaîne de podcast. Donc je m'appelle Camille, j'ai 27 ans. Je suis actuellement en Italie, à Rome, où j'effectue une mission de volontariat au sein d'une association qui porte un certain nombre de projets ayant trait à la coopération, la mobilité internationale et l'inclusion sociale des jeunes. Et mon premier voyage, c'était en Arménie pour un volontariat de 8 mois. Et c'est une expérience qui remonte à il y a maintenant 2 ans, puisque c'était en 2019. Super, mais comme tu me disais offline, c'était ta première expérience d'expatriation et c'est celle qui t'a marqué le plus. Et donc, tout à fait. Et donc je te remercie beaucoup de bien vouloir témoigner aujourd'hui. Donc est-ce qu'on peut revenir un petit peu en arrière et parler de qui tu étais justement avant que tu prennes la décision de partir en Arménie? Alors, qui j'étais ? Bonne question. J'étais la même personne, un petit peu plus jeune, avec 3 ans de moins. À l'époque, j'avais 24 ans. Je venais de terminer mon stage de fin d'études au sein d'un grand musée parisien. Donc, j'étais pas encore vraiment insérée dans la vie active. J'ai commencé à chercher un travail dans le secteur culturel à l'issue de stage pendant quelques mois. Et je me suis vite rendu compte que j'avais envie et besoin de m'ouvrir à d'autres horizons pour continuer de m'enrichir personnellement. Et donc, en parallèle de mes recherches d'emploi, j'ai postulé à plusieurs offres de volontariat à l'étranger, ce qui a rapidement abouti, puisque j'ai trouvé cette mission de volontariat en Arménie après le début de mes recherches. Et entre le moment où j'ai trouvé la mission et où je suis partie, il s'est écoulé 3 mois. D'accord. Donc, c'était très rapide. Donc du coup, mission de volontariat, tu parles du VIE, c'est ça ? Non, c'était pas un VIE, c'était un service civique. Ok, super. Et donc, tu te souviens un peu, tu as vraiment envoyé ta candidature un peu partout ou tu avais quand même présélectionné quelques pays ? Alors, j'avais présélectionné quelques pays. Moi, mon objectif, c'était vraiment de trouver une destination qui était assez éloignée de la France en termes de culture pour vraiment m'ouvrir à une nouvelle réalité, à une nouvelle façon de penser, à une nouvelle vision du monde, tout simplement. Donc, j'avais postulé en Arménie, en Australie, en Argentine, si je dis pas de bêtises, et il y avait une mission qui m'intéressait aussi en Bulgarie. Mais en Arménie, ce sont les premiers à m'avoir répondu, donc je dirais même que c'est pas tellement moi qui ai choisi l'Arménie, c'est plus l'Arménie qui m'a choisi finalement. Cool, ouais, mais tu vois, dans les pays que tu as postulés, ils sont quand même vachement différents entre l'Argentine, l'Arménie et l'Australie. C'est vraiment des cultures. Oui, il n'y avait pas forcément de lien entre les pays, mais voilà, mon objectif, mon envie, c'était vraiment de m'ouvrir à une autre culture que la France. D'accord. Et là, quand l'Arménie t'ont répondu que oui, effectivement, ils étaient d'accord de te prendre en stage, tu te souviens un peu ta réaction ? Alors, j'étais plutôt contente d'avoir eu une réponse positive. Après, c'est vrai que je m'attendais pas à avoir une réponse aussi rapidement. Les choses se sont passées très rapidement. Donc, j'étais à la fois très, très excitée, très enthousiaste et aussi un petit peu
un petit peu stressée forcément de quitter mon petit quotidien, ma petite zone de confort pour partir dans une destination complètement inconnue dont j'avais jamais entendu parler. Parce que l'Arménie, pour être tout à fait honnête, avant d'y aller, je savais même pas le placer sur une carte du monde, hein. Je partais vraiment dans l'ignorance, hein. Et c'est vraiment là-bas que j'ai découvert le pays, la culture, son histoire, ses habitants, et ça a été une expérience très, très marquante, très enrichissante humainement. Je te cache pas que moi j'ai été regarder aussi, hein, parce que je savais à peu près où c'était, mais où exactement. Tu vois, je savais pas qu'il faisait frontière avec la Turquie par exemple. Donc c'était Oui, intéressant. peut-être pour ceux qui nous écoutent et donc qui ne connaissent pas l'Arménie, simplement pour visualiser un petit peu, c'est un pays en termes de superficie qui équivaut à la taille de la Belgique, donc assez petit, hein, de 3 millions d'habitants, et c'est un pays qui est situé dans la région du Caucase, enclavé donc entre à l'ouest la Turquie, au nord la Géorgie, à l'est l'Azerbaïdjan et au sud l'Iran. D'accord, ok. Donc là tu disais ça a été très vite. Est-ce que du coup tu vivais déjà seule ou t'étais chez tes parents ou comment c'était... Enfin, quelle était ta situation avant de partir? Alors avant de partir, donc comme je disais, je venais juste de terminer mon stage de fin d'études sur Paris. Donc j'avais un logement sur Paris et qui était un logement meublé. Donc j'ai facilement pu poser mon préavis, et puis je suis partie dans le mois qui a suivi, direction l'Arménie. Et là, une question dont j'ai hâte de connaître la réponse, c'est comment ont réagi ton entourage en leur mentionnant ce pays? Eh bien, ils ont réagi assez simplement, sans trop d'étonnement. Je pense que c'est pas forcément quelque chose qui les étonnait de ma part, ma volonté de vouloir partir vivre une expérience à l'étranger. Par contre, en revanche, c'est vrai que la destination, l'Arménie, a suscité quelques interrogations, puisque effectivement, comme j'ai dit, c'est pas forcément une destination qui est très connue, dont on entend beaucoup parler. On connaît notamment l'Arménie pour son histoire assez tragique, on va dire, hein, le génocide arménien, qui a fait à l'époque 1,5 million de morts, donc soit les 2 tiers de la population arménienne, et un génocide qui est d'ailleurs aujourd'hui qui n'est toujours pas reconnu par la Turquie. Donc voilà, quand on parle Arménie, ceux qui connaissent l'Arménie, c'est surtout par rapport à cette histoire-là, alors que finalement l'Arménie, c'est aussi et surtout un pays qui mérite à être connu de par sa culture, ses habitants, ses traditions, ses paysages. Un pays très 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 enrichissant qui nous permet vraiment d'avoir une ouverture sur le monde et un nouveau regard sur le monde très très enrichissant. Oui, justement, par rapport au génocide, je disais d'ailleurs que en février 2019, Macron il a déclaré le 24 avril la journée de commémoration du génocide. Oui, tout à fait, oui. Ouais, donc je t'avoue que moi en 2019 j'étais au Canada et depuis déjà je regarde pas trop les infos à la base, mais je n'avais même pas entendu parler qu'il avait déclaré cette journée. Enfin bref, et là, du coup, donc avant d'en arriver au pays lui-même, donc là tu savais, tu as dû préparer ta valise. Est-ce que pendant ces 3 mois, tu t'es préparé un peu pour savoir où est-ce que tu allais loger sur place, comment les choses allaient se passer, ou t'es un peu parti à l'arrache? Disons qu'en service civique, on a quand même la chance d'avoir une prise en charge, un accompagnement qui nous facilite grandement la tâche au niveau administratif et organisation, puisque moi, quand j'ai su que j'allais partir, on m'a tout de suite proposé de vivre en famille d'accueil là-bas une fois sur place, donc j'ai pas eu besoin de chercher un logement. J'ai vécu les 3 premiers mois en famille d'accueil. Et puis, une fois que je me sentais suffisamment à l'aise avec l'arménien, avec le mode de vie là-bas, et que j'avais ma petite zone de confort et de connu, j'ai fait mes recherches de mon côté pour trouver un logement avec des personnes que je connaissais sur place. D'accord. Et tu savais pour combien de temps tu partais? Ton contrat était déjà déterminé?
Oui, tout à fait. Mon contrat était déjà déterminé, donc on avait convenu que ce serait une mission de 8 mois, à savoir que, comme pour tout type de volontariat, enfin comme pour tout type de contrat d'ailleurs, il y a toujours possibilité de terminer plus tôt, moyennant un préavis. Il me semble que c'était un préavis d'un mois, mais j'ai pas eu besoin de le faire puisque au final, j'avais même plus envie de rentrer. Super. Euh, Et donc, du coup, là, t'étais prête à partir, t'étais dans l'avion. Est-ce que tu te souviens un peu dans quel état d'esprit tu étais? Mais j'étais contente de partir pour de nouvelles aventures et aussi dans l'inconnu. Je n'avais aucune idée de ce qui allait se passer, de ce que j'allais découvrir là-bas, qui j'allais rencontrer, ce que j'allais apprendre et comment j'allais revenir finalement. Mais tant mieux dans un sens. Je pense que c'est ce qui fait aussi la beauté d'un voyage, c'est qu'on a beau se préparer psychologiquement, se faire des idées sur ce qu'on va voir, sur ce qu'on va faire. Il y a toujours cette part d'inconnu et de surprise qui est très intéressante et très enrichissante. Qui fait, oui, à mon sens, la beauté d'un voyage, l'expérience humaine, l'inattendu, que ce soit en positif ou en négatif. Forcément, c'est pas les vacances non plus, tout n'est pas rose. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on voyage. C'est toujours dans une démarche. En tout cas, les personnes que j'ai rencontrées autour de moi, elles sont toujours dans cette démarche de grandir personnellement, de s'enrichir et puis de s'ouvrir à une nouvelle culture, à une nouvelle façon de penser en sortant de son cadre de référence. Oui, c'est très bien dit ce que tu viens de dire. Et donc, du coup, en plus, toi, c'est bien parce que tu savais que tu allais arriver en famille d'accueil. Et ça, je pense que c'est super bien quand tu arrives dans un pays parce que, du coup, tu vas vraiment être immergé dans la culture, en fait. Est-ce que, du coup, tu peux nous en dire un petit peu plus au moment où tu es arrivé Enfin, que l'avion a atterri, tu es sorti de ton avion, tu as récupéré ta petite valise. Raconte-nous ce qui s'est passé. Oui, alors donc normalement je devais être prise en charge à mon arrivée à l'aéroport, donc en sachant que je suis arrivée vraiment en plein milieu de la nuit, il devait être entre 3 et 4 heures du matin. Donc le chauffeur n'était pas là comme prévu à mon arrivée, donc j'ai dû appeler mon organisme d'accueil sur place en leur demandant si c'était prévu que quelqu'un vienne me récupérer. Ils m'ont dit oui, excuse-nous, on a eu un problème de logistique, quelqu'un va venir te chercher. Donc je pense que j'ai attendu 2 heures à l'aéroport avec ma valise rouge, mon sac à dos violet. Clairement, je passais pas inaperçue, quoi. Il y avait des chauffeurs de taxi qui venaient me voir de part et d'autre, qui me parlaient en russe, en arménien, je ne comprenais rien. Donc, c'était assez folklorique, assez drôle. C'est vraiment à partir de ce moment-là où je me suis rendu compte que je m'étais mise dans une situation assez particulière, assez inconfortable, mais que je pense que ça allait être vraiment très enrichissant. Mais oui, à partir du moment où on est venu me voir en parlant en arménien ou en russe, j'ai vraiment pris conscience du fait que je venais de prendre une décision qui vraiment allait m'ouvrir à une autre réalité. Et donc ensuite, mon chauffeur est arrivé 2 heures plus tard. Et puis là, on est monté en voiture. J'avais ma ceinture. Il me regarde un petit peu interloqué. Et il m'a fait comprendre qu'il n'y avait pas besoin de mettre de ceinture. Donc, bon, d'accord, je cherche pas à comprendre, je l'enlève. Et voilà, on traverse comme ça Yerevan en pleine nuit, il pleuvait. En toute honnêteté, quand je suis arrivée, j'ai pas eu forcément une bonne image de la ville. Je pense que en ce qui me concerne, le choc culturel s'est vite fait ressentir. Ensuite, j'arrive dans ma famille d'accueil. Donc là, on m'accueille très chaleureusement. La table était dressée. J'avais droit au khachapuri, au thé, au café. Bon, j'avais absolument pas faim. J'avais envie d'une seule chose, c'était d'aller me coucher. Mais bon, faut faire bonne figure, on t'accueille. Et puis, c'était vraiment les premiers moments où on fait connaissance, où on se découvre. Donc, ce qui est quand même très important. Donc voilà, on a discuté un petit peu pendant 1 heure. Donc moi, j'avais la chance d'avoir une sœur d'accueil qui quand même parlait anglais, puisque ma maman d'accueil, elle ne parlait que russe ou arménien. Donc c'était difficile de communiquer, puisqu'il y avait vraiment cette notion de barrière de la langue. Donc ma sœur d'accueil faisait un petit peu le lien, le pont entre nous deux. Puis après, je suis allée me coucher et le lendemain, l'aventure commençait.
Ouais, parce que là, au début, quand tu nous parles du taxi et de la pluie, bon, ça me faisait penser à un film d'horreur quand même. Je t'avoue que si j'habitais... Ne mettez pas votre ceinture, il pleut, je sais pas où je vais. Je me suis dit, mais je me serais vraiment dit, mais qu'est-ce que je fous là, quoi. Ouais, non, mais c'est clairement ce que je me suis dit. Après, un film d'horreur, non, c'était loin d'être un film d'horreur, mais disons que c'était pas un ressenti hyper enthousiaste, quoi. J'arrivais pas sous les cocotiers. C'était voilà, un monde à part qui, au final, m'a apporté énormément. Et Erevan est quand même une très jolie ville. C'est juste que voilà, je suis arrivée vraiment en pleine nuit, sous la pluie, donc les conditions n'étaient pas forcément réunies pour avoir une bonne première impression, on va dire, de la ville et du pays en lui-même. Et toi, t'allais commencer ton volontariat directement, enfin le lendemain, tout de suite? Alors non, parce que dans mes souvenirs, il me semble que je suis arrivée un samedi. Donc non, le lendemain, c'était off. C'était une journée dédiée à la découverte de la ville. Et puis le lundi, j'ai pas commencé directement. Je suis allée dans mon organisme d'accueil où là, on m'a expliqué un petit peu le fonctionnement de l'organisme. Où est-ce que j'allais être amenée à travailler. Enfin, c'était pas un travail, c'était un volontariat, mais bon, j'appelle quand même ça du travail dans le sens où j'apportais mon soutien et je m'impliquais au même titre que finalement ceux qui travaillaient sur place. Enfin, j'essayais, tout du moins. Et j'ai vraiment commencé, je pense, le mercredi. Donc, j'ai eu 3 jours un petit peu pour atterrir et me rendre compte d'où j'étais et ce qui allait se passer. Et pour se déplacer, du coup, sur ton lieu de volontariat, tu pouvais marcher ou tu devais prendre les transports en commun? Les 3 premiers mois, quand je logeais dans ma famille d'accueil, j'étais un petit peu excentrée du centre-ville. Donc, c'était un petit peu galère pour rejoindre le centre. Donc, il fallait dans un premier temps que je prenne le bus de chez moi jusqu'à la station de métro et qu'ensuite je prenne le métro jusqu'à la Galerie nationale d'Erevan, puisque c'est là où j'ai commencé à faire ma mission de volontariat, qui est le musée principal d'Erevan, qui est dédié à l'art arménien, à la valorisation de l'art arménien. Et donc oui, je pense que je mettais une quarantaine de minutes, on va dire, aller et une quarantaine de minutes retour, ce qui au final n'est pas énorme, puisque généralement quand on habite dans des grandes villes, c'est assez commun de passer du temps dans les transports pour se rendre sur son lieu de travail. Ouais, et puis en même temps, ce qui est sympa quand t'es comme ça dans le bus, ça te permet aussi de voir du bus, quoi, mais tu vois d'autres quartiers, tu vois un peu de paysage, ça peut être... sympa aussi pour les premières semaines en tout cas. Oui, alors là, non, c'était pas la vue du bus, c'était pas forcément très dépaysante, puisque de toute façon, c'était une ligne droite. Et voilà, j'étais dans un quartier qui esthétiquement était pas des plus jolis de la ville. Donc non, pour le coup, c'était pas ultra dépaysant, mais ça m'a permis en tout cas d'avoir une première expérience des transports en commun, d'avoir que le réseau de transport est le même qu'en France. C'est loin d'être optimal. Après, c'est ce qui fait aussi le charme, on va dire, de la ville et de ce genre de pays où finalement, ça nous apprend la patience, l'anticipation et la flexibilité, parce qu'on ne peut pas vraiment prévoir ce qui va se passer. Carrément. Et puis du coup, eux, ça va, ils parlent quand même assez bien anglais. Enfin, quand tu devais acheter ton billet de bus, par exemple, c'était assez simple de communiquer. Alors, la jeune génération, oui, parle anglais. En revanche, l'Arménie, c'est pas un pays anglophone. Donc, la langue nationale, c'est l'arménien. Ils parlent russe également, puisque l'Arménie est une ancienne république soviétique qui faisait partie de l'URSS, pardon. Et d'ailleurs, l'Arménie a obtenu son indépendance en 1990, donc c'est assez récent, si bien que la grande majorité des Arméniens parlent russe. Bon, ça commence à se perdre un petit peu, forcément, puisque la jeune génération aujourd'hui ne va pas forcément apprendre le russe à l'école, on va plutôt apprendre l'anglais. Et donc, oui, je dirais qu'avec les jeunes, jusqu'à 30 ans, la grande majorité parle anglais. En revanche, c'est quand même important d'avoir des bases en arménien ou en russe pour pouvoir se débrouiller au quotidien, ne serait-ce que pour pouvoir commander un taxi,
expliquer où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on veut aller, pour aller faire ses courses au supermarché. Moi, je sais que la plupart de mes chauffeurs de taxi ne parlaient pas un mot d'anglais, donc voilà, c'est quand même important d'avoir des bases pour se débrouiller, se faire comprendre. Après, bien sûr, on peut toujours communiquer par les gestes. Je pense aussi que à partir du moment où on fait le choix de s'expatrier à l'étranger, en tout cas, c'est mon point de vue personnel, mais ça me semble important de s'investir un minimum dans l'apprentissage de la langue, parce que c'est quand même le moyen pour communiquer principal, et aussi parce que la langue, selon moi, c'est pas qu'une question de langage, de communication, ça transmet beaucoup de choses aussi. C'est une façon d'être, c'est une façon de penser, de se comporter. Ça veut dire beaucoup de choses, ça témoigne de beaucoup de choses. Et apprendre une langue, c'est aussi finalement un petit peu assimiler la culture du pays dans lequel on est. Donc moi j'ai vraiment mis un point d'honneur à essayer tant bien que mal d'apprendre l'arménien, même si c'est clairement pas la langue la plus facile à apprendre, et que voilà, à la fin j'arrivais à me débrouiller un minimum pour pouvoir me faire comprendre et parler de la pluie et du beau temps, qui me suffisait amplement. Mais ouais, puis même je trouve que c'est valorisant et c'est enrichissant, ouais, de pouvoir communiquer avec les locaux, et puis même eux, ça leur fait plaisir de voir qu'on s'investit dans l'apprentissage de la langue, surtout quand on est étranger. Ils se sentent considérés, et puis ils te renvoient aussi cette considération par leur accueil chaleureux, par leur curiosité, leur questionnement, pourquoi tu es ici, qu'est-ce que tu fais. Donc oui, pour moi, vraiment, l'apprentissage de la langue, ça m'a vraiment ouvert aux rencontres, aux échanges avec les locaux. Je suis tout à fait d'accord avec toi. D'ailleurs, est-ce que tu arriverais à nous dire, est-ce que tu te souviens comment on dit bonjour, je m'appelle Camille, par exemple, en arménien? Oui, alors bonjour, on dit Barevdest. Je m'appelle Camille, Im Anona Camille E. Ok, ouais, ça n'a pas l'air si facile à apprendre quand même comme langue. Alors, je te cache pas que je pense que j'ai mis 3 mois pour réussir à aligner une phrase. Après, finalement, les choses vont assez vite quand on est immergé dans un pays. Après, comme je le disais, moi, j'avais la chance les 3 premiers mois d'être en famille d'accueil, donc ce qui m'a quand même permis de me familiariser avec la langue, notamment par l'écoute. Et puis, grâce à notre organisme d'accueil, on avait la possibilité d'avoir des cours d'arménien. Il me semble que c'était quand même 4 heures par semaine. Donc, c'est pas rien. 4 heures par semaine, je pense que c'est suffisant pour pouvoir s'améliorer rapidement. Bien sûr, si on est investi et qu'on a envie de s'améliorer, ce qui était mon cas. Mais oui, j'ai quand même mis 3 bons mois à aligner une phrase, tout en sachant que moi, quand je suis arrivée en Arménie, mon anglais était loin d'être opérationnel. Donc, j'étais à la fois dans cette démarche d'apprendre l'arménien et d'améliorer mon anglais. Donc, les premiers mois, c'était vraiment compliqué. J'avais des grosses migraines en fin de journée. Et c'était frustrant de me sentir à l'aise ni en anglais, ni en arménien. Donc, ça a été un petit peu long à se mettre en place. Enfin, finalement, pas tant que ça, mais moi, ça m'a semblé long. Mais voilà, au final, les choses se font. Il faut être patient, il faut faire preuve de persévérance et être bienveillant avec soi, avec les autres. Et puis, tout se passe bien. Super. Et donc, toi, tu te souviens, par rapport au fait que justement, t'avais quand même une proche connexion avec la culture, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont choqué, que ce soit positivement ou négativement? Alors, choquée, non. Après, oui, un certain nombre de choses, d'attitudes et de comportements qui m'ont surprise parce que forcément, c'était pas dans ma culture et dans ma manière de penser et d'agir, mais rien de choquant. Donc, par exemple, l'histoire de la ceinture, ne pas mettre sa ceinture dans les transports sous peine de se faire mal voir finalement, puisque ça m'est arrivé quand même, donc après cette première histoire à l'aéroport, de réitérer, de vouloir remettre ma ceinture les premiers mois, et où là on m'a répondu un petit peu plus sèchement en me faisant comprendre que non, je n'avais pas à mettre ma ceinture, puisque c'était finalement mettre sa ceinture, ça voulait dire ne pas faire confiance au conducteur. Donc j'ai vite abandonné l'idée de la ceinture, et puis après je m'y suis faite, puisque quand je suis revenue en France, j'avais perdu cet automatisme finalement de mettre la ceinture. Toujours par rapport au taxi, le taxi là-bas c'est vraiment très peu cher. Au début, je me disais, c'est pas possible, ils font erreur, puisque donc faut savoir qu'en Arménie, la monnaie, c'est le drame. Donc si je dis pas de bêtises, 500 drams, ça équivaut à 1 euro.
Et le prix du taxi pour se déplacer dans le centre-ville, c'était toujours à peu près entre 300 dirhams et 1000 dirhams maximum, donc ce qui équivaut à 2 euros. Vraiment dérisoire. Et quand on vient d'un pays comme la France, on se dit c'est pas possible, quoi. C'est pas possible que ce soit aussi peu cher. Après, quand on sait que le salaire moyen là-bas est d'environ 350 euros par mois, on comprend mieux pourquoi le coût de la vie n'est pas cher. Et encore, finalement, il reste cher par rapport à leur pouvoir d'achat. Et aussi, dernière chose qui m'a... Donc, encore une fois, ça m'a pas choquée, mais ça m'a quand même interpellée dès que je suis arrivée, c'est le contraste entre ce côté ancienne République soviétique avec de grands bâtiments bétonnés, assez austères, et à côté des centres commerciaux, des bars, des restaurants hyper modernes. Le contraste aussi entre les Lada, donc les vieilles voitures soviétiques, avec les Mercedes. Je trouvais ça assez rigolo. On a vraiment l'impression d'être... dans 2 mondes différents, finalement, 2 mondes qui se côtoient et qui créent ensemble une nouvelle réalité. Donc c'était assez drôle, assez intriguant. Et à côté de ça, la vie culturelle et la vie nocturne est plutôt assez développée. Il y a de très bons restaurants. Ils ont une culture de l'hospitalité et de la fête incroyable. Et il suffit de prendre le bus pour se retrouver au milieu de nulle part et expérimenter un dépaysement total. Donc oui, je trouve que c'est vraiment une destination pleine de surprises. Et toi, est-ce que tu t'es sentie à un moment donné en insécurité ou pas du tout ? Pas plus qu'en France, en toute honnêteté, non. Pas plus qu'en France. Après, il y a quand même eu une seule fois où je me suis pas tout à fait sentie en sécurité. Encore une fois, c'était dans le taxi, décidément. Le taxi, ça m'a marqué. C'était pareil, je pense, les premières semaines où je sortais pas mal le soir, et donc forcément, il n'y avait plus de transport en commun pour rentrer, donc je prenais le taxi. Et une fois, je me souviens, le taxi en question s'était complètement arrêté sur le bas-côté, pas du tout arrivé à destination finalement. Et là, il me propose d'aller chez lui boire un café. Donc moi, je lui dis, écoutez, c'est très gentil, mais en fait, non, moi, là, je suis fatiguée, je veux rentrer chez moi, on m'attend. Donc non, merci, je décline votre invitation. Il a un petit peu insisté. Bon, après, je pense que je lui ai fait comprendre assez clairement que la réponse était non. Et au final, plus de peur que de mal, il a repris la route. Il m'a ramené à la destination. Et ça, après, c'est quelque chose que j'ai compris a posteriori en parlant autour de moi. Mais c'est vrai que certains... alors pas tous, je mets pas tout le monde dans le même panier, mais en tant que femme européenne, on est quand même vue d'une manière assez parfois particulière. Disons que comment expliquer, on va dire qu'ils nous voient comme des personnes très ouvertes d'esprit, si je peux dire ça comme ça, qui est totalement erronée. Après, c'est vrai que encore une fois, on a une culture très différente. Eux, c'est quand même un pays très conservateur, où la place de la femme est assez particulière, surtout en parlant et en le voyant autour de moi dans la sphère privée, familiale, dans la vie de couple. Ils n'ont quand même pas les mêmes libertés de faire et d'agir que nous, on peut avoir en France. Donc oui, en tant qu'Européenne, on est considéré comme étant un petit peu très ouverte d'esprit, quoi, ouverte à toutes sortes de rencontres. Donc après, moi, j'ai développé une petite stratégie par rapport à cette expérience, vu que je me suis améliorée en arménien au fur et à mesure de mon expérience et des mois. Après, j'arrivais à discuter en arménien avec les taxis, et je leur disais qu'effectivement, j'étais française, mais j'avais des origines arméniennes et que j'avais de la famille ici en Arménie, que je venais leur rendre visite. Et à partir de ce moment-là, j'ai plus aucun souci, quoi. Ils sont restés tout à fait corrects avec moi. Donc voilà, ça peut être une stratégie à adopter, mais en tout cas, mis à part cette petite histoire,
c'est quand même un pays relativement safe, je dirais. Ouais, c'est quand même un pays relativement safe. Après, encore une fois, il y a des différences culturelles. Il faut le savoir en y allant, ne serait-ce que par rapport à la vision de la femme, la place de la femme dans la société, le rapport à l'homosexualité. C'est des choses qu'il faut savoir. Mais après, il faut faire avec. De toute façon, quand on va dans un pays, il faut aussi savoir à la fois s'intégrer à la culture, assimiler la culture, tout en gardant aussi son mode de vie, ses valeurs. Il faut essayer de dialoguer entre ces deux visions, ces deux façons de faire et de penser. Mais quand on est dans une démarche de toute façon de découverte, je dirais de compréhension, il n'y a pas de problème. Non, c'est clair. Et est-ce qu'ils ont une religion qui domine plus qu'une autre en Arménie? Oui, bah alors l'Arménie, c'est une religion chrétienne. D'ailleurs, on dit que l'Arménie est le berceau du christianisme, donc que la religion chrétienne est née en Arménie, tout part de là. D'accord, ok. Et donc du coup, toi, au bout de 3 mois, tu t'es dit, je ne veux plus rester avec ma famille d'accueil, je vais me prendre un petit logement. Comment ça s'est passé? Alors, c'est pas que je voulais plus rester avec eux, hein. On s'entendait très bien et ça a été une expérience très enrichissante et je pense que c'était important de commencer par là. Après, c'est vrai que j'ai rapidement fait des rencontres sur place, des personnes qui étaient dans la même démarche que moi, qui étaient en famille d'accueil. C'était d'autres volontaires qui étaient en famille d'accueil et qui avaient également ce désir d'avoir un petit peu plus d'indépendance. Donc ça s'est fait assez facilement. On a décidé de chercher un appartement ensemble et puis de faire une colocation. Et voilà, à partir de ce moment-là, c'est vrai que j'avais quand même beaucoup plus d'indépendance et je me sentais plus libre de mes mouvements, puisque c'est vrai que quand on n'est pas chez soi, on fait quand même attention à l'heure à laquelle on revient, à l'heure à laquelle on part, puisqu'on appartient quand même à une communauté, la communauté familiale. Moi, je voulais quand même mettre un point d'honneur à partager les repas avec eux. Donc c'est vrai que parfois, je devais m'organiser en fonction de la vie familiale. Et après, c'était plus simple, une fois qu'on a notre indépendance, finalement, on n'a de compte à rendre à personne, et puis on peut vraiment organiser ses journées comme on le souhaite. Et comment ça se passe pour trouver un logement sur place? C'est facile à trouver sur Internet et puis en termes de contrat de logement, ça se passe comment? Alors oui, on a trouvé assez facilement par agence. Après, au niveau du contrat, moi, j'étais pas sur le contrat. C'était une de mes colocataires qui avait des origines arméniennes qui s'est chargée de tout cet aspect administratif. Donc moi, voilà, j'ai essentiellement fait les recherches d'appart. J'ai sélectionné les apparts à visiter. Ensuite, j'étais pas sur place au moment des visites, donc ils se sont chargés des visites. On en a trouvé un qui nous correspondait. Puis les choses se sont fait assez facilement. En 2 semaines, c'était réglé. Top. Maintenant, j'ai envie que tu me fasses un peu rêver, moi qui adore manger. Qu'est-ce qu'ils mangent typiquement en général les Arméniens? Je dirais que il y a quand même surtout des influences libanaises, grecques, turques. C'est une cuisine finalement du Moyen-Orient. On va retrouver, oui, le plat typique de l'Arménie, ça s'appelle les dolmas et ce sont des feuilles de vigne qui sont garnies avec soit du riz ou de la viande de bœuf. On a aussi les cholovats. Les cholovats, c'est des brochettes soit de viande ou de poisson grillé et qui sont servies généralement avec du riz. On a des mantis qui sont des raviolis de viande. Donc généralement, c'est de la viande de bœuf. On a aussi des influences de la cuisine georgienne. Et là, je cherche le nom. Ça m'ennuie parce que j'ai oublié alors que j'adorais et que j'en mangeais tout le temps. Ah, ça fait un petit moment maintenant que t'es rentrée. Ouais, bah, ça fait 2 ans. Ouais. Ça fait 2 ans. La cuisine est très très bonne, très parfumée, très huilée aussi. Donc il faut manger avec parcimonie, on va dire. Mais c'est des saveurs qui sont très agréables en bouche. Vraiment, en tout cas, j'ai beaucoup apprécié la nourriture, la cuisine arménienne. Cool. Et en dehors de ton temps de travail et du temps que tu as passé dans les taxis, est-ce que tu as pu un peu visiter, c'était une petite blague, hein. Est-ce que tu as pu visiter
le pays en fait. Oui, alors j'ai eu une grande chance de pouvoir effectivement bénéficier d'excursions durant les week-ends pour découvrir les différentes régions d'Arménie. Donc des excursions, encore une fois, qui étaient organisées par notre organisme d'accueil sur place. Dans un petit pays, c'est quand même assez simple finalement d'aller explorer les différentes régions. Donc oui, tous les week-ends, quasiment, j'étais partie en dehors de la capitale pour aller découvrir les monastères, les paysages du nord ou du sud de l'Arménie, puisque c'est des paysages qui sont quand même finalement assez variés. Il y a un patrimoine culturel qui est vraiment exceptionnel. Donc oui, j'ai vraiment eu cette chance de pouvoir en prendre plein les yeux, m'enrichir de l'histoire, de la culture et des monuments qui sont finalement présents partout où on va. Hein. Il suffit de regarder où on met les pieds et on tombe toujours sur quelque chose d'assez assez surprenant et assez caractéristique aussi du pays, comme par exemple notamment les khachkars, qui sont des croix de pierre arméniennes et qui ont vraiment une symbolique très forte en fait, hein, qui symbolise finalement la religion chrétienne et l'histoire de l'Arménie. Et donc sur ces croix de pierre, il y a plein de symboles entremêlés qui symbolisent toute l'histoire de ce pays, qui sont vraiment des croix. Alors, je sais plus combien il y en a. C'est dommage, j'aurais bien aimé donner l'information, mais je sais plus combien il y en a, mais il y en a. Oh, tu peux regarder hein, si tu veux là sur Google. Ouais, j'ai regardé. Est-ce que c'est la croix Est-ce que c'est la croix qu'on retrouve sur le drapeau arménien? Alors, il n'y a pas de croix sur le drapeau arménien, Non, il n'y a pas une croix dans mon souvenir. Parce que j'ai cru voir que c'est 3 bandes rouges et au milieu, j'avais l'impression qu'il y avait comme une espèce de croix dorée. Alors, le drapeau arménien, c'est trois couleurs différentes qui sont le rouge, le bleu et l'orange. Je devrais dire plutôt la couleur abricot, puisque l'abricot, c'est un des symboles de l'Arménie avec la grenade. Mais dans mes souvenirs, il n'y a pas de croix. Je vais regarder quand même, histoire de ne pas paraître pour une imbécile. D'ailleurs, je trouvais que le rouge, du coup, il représente, j'ai lu le sang versé qui a été fait pendant la défense du pays, le bleu qui représente le ciel et le jaune orangé, du coup, qui représente le sol fertile du pays. Et ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est qu'ils disent que la loi arménienne, ils autorisent les citoyens à tisser la barrière nationale, mais à seule condition que le drapeau soit à 2,5 mètres du sol et que ce soit ni sale ni terni. Donc, ouais, alors je peux pas te dire, j'ai pas du tout entendu parler de cet aspect-là. Je pense pas que c'est le genre de conversation qu'on a avec les gens qu'on croise. Ouais. Alors j'ai retrouvé le nombre de khachkars qu'ils ont en Arménie, il y en a 40 000. 40 000, ok. 40 000 en sachant que chaque khachkar est unique. Il n'y en a pas une qui ressemble à une autre. Ah, génial. Et donc, du coup, toi, t'avais pas l'opportunité de rester. Au bout d'un moment, t'as dû finir par rentrer à la fin de ton service civique? Oui, je suis rentrée à l'issue de mes 8 mois de service civique, puisque de toute façon, c'était prévu comme ça. Alors, effectivement, je serais bien restée plus longtemps, puisque bon, forcément, quand on reste un petit moment dans un pays, finalement, on se reconstruit aussi un nouveau quotidien, de nouvelles habitudes, on fait des rencontres. Donc on construit finalement un nouvel ancrage dans une destination différente, donc j'y serais bien restée. Après, je me voyais pas construire ma vie là-bas, puisque en termes de mode de vie, de culture, c'est quand même assez différent de la France. Donc je ne serais pas vue sur le long terme rester là-bas, même si bien évidemment je vais y retourner très bientôt, j'espère, pour retrouver mes amis arméniens sur place et aussi des amis français qui sont restés là-bas ou qui sont retournés peu de temps après. Donc oui, ça c'est une évidence que l'Arménie, j'y retournerai. Après, de là y vivre, non, c'est pas un projet que j'ai, c'est pas quelque chose qui m'a traversé l'esprit. Je savais pertinemment qu'en y allant, ce serait une parenthèse de vie qui me donnerait des opportunités pour l'après, qui m'aiderait à penser l'après en termes
personnelle et professionnelle, mais je savais pertinemment que c'était une étape. Super. Une étape qui ne se ferait pas sur la durée. Non, et puis là, en plus, c'est une étape que pas beaucoup de monde fait, donc c'est vraiment top. Et du coup, si toi, tu devais donner un conseil à une personne qui voudrait s'expatrier, que ce soit en stage ou pour y vivre pour une durée plus longue, est-ce que tu aurais un conseil à donner? Je dirais que si c'est vraiment ce à quoi vous aspirez, si c'est un vrai désir, alors faites-le et écoutez-vous. Et je pense que la vie est une expérience, tout comme le voyage est une expérience, et qu'il n'y a pas forcément besoin de tout préparer, d'avoir toutes les réponses pour s'engager dans une démarche ou un projet d'expatriation. Après, bien évidemment, il faut faire les choses en conscience, il faut savoir pourquoi on le fait, comment on le fait, et aussi l'intégrer, à mon sens, à un projet de vie. Si c'est un vrai désir, une vraie envie, alors pourquoi pas? Super. D'ailleurs, je t'ai pas posé la question, mais pour y aller, il faut un visa. Alors non, il n'y a pas besoin. Alors en tant que citoyen européen, il n'y a pas besoin de visa pour se rendre en Arménie. Le passeport suffit. En revanche, au bout de 8 mois sur le territoire, il faut effectuer une demande de visa. Donc moi, ce que je n'ai pas eu besoin de faire, puisque entre-temps, j'étais allée en Géorgie plusieurs fois. Donc à partir du moment où on quitte le territoire, ça remet les compteurs à zéro. D'accord. Donc non, c'est assez simple d'y aller en tant que citoyen européen. Il n'y a absolument pas besoin de visa. C'est une destination qui reste très accessible. Il y a des vols directs depuis Paris. En 3 heures, on y est. C'est quand même relativement assez simple. C'est très peu touristique. Donc c'est une destination que je recommande fortement. Avant que je te pose mes petites questions de la fin, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais partager que tu n'as pas eu l'occasion de dire encore? Si c'est quelque chose que tu veux diffuser ou pas, mais ça me semblait quand même important à mon sens d'en parler parce que ça a beaucoup conditionné mon expérience là-bas et aussi comment je la vis aujourd'hui. La culture est très importante. Il y a un vrai désir de mémoire et de transmission qui s'explique très certainement par leur histoire, puisque donc il y a eu le génocide arménien et je fais un petit aparté, mais aussi parce que c'est important d'en parler par rapport au fait que même encore aujourd'hui la situation elle est très instable avec la Turquie et l'Azerbaïdjan qui sont ces deux voisins côté ouest et est, et on en a très peu parlé dans les médias mais fin 2020 donc fin septembre de fin septembre jusqu'à début novembre, il y a eu des affrontements dans la région du Haut-Karabakh, qui, si on regarde sur une carte du monde, est une région qui est située en Azerbaïdjan, parce qu'elle n'est pas reconnue internationalement, mais une région qui a toujours été habitée par des Arméniens et qui l'est encore aujourd'hui, même si la moitié de ses habitants ont dû partir en urgence entre 2 tirs de roquettes, on va dire, si on peut dire ça comme ça. Et c'est vrai que j'ai vécu ces derniers événements à distance, parce que ça faisait déjà 1 an que j'étais rentrée en France et ça a été assez compliqué à vivre, de ne pas pouvoir ni savoir comment en parler et de quelle manière et avec qui, puisque à part mes amis arméniens ou mes amis français que j'avais connus là-bas, personne n'était au courant. C'était très compliqué de trouver des informations et de savoir exactement quelle était la situation sur place. Il faut savoir que moi j'ai des amis que j'ai connus là-bas qui ont été mobilisés sur le front, et d'apprendre que des personnes que j'ai connues étaient en train de faire la guerre, faut le dire. Wow. De voir en photo les sites culturels que j'avais eu la chance de visiter, bombardés, et de suivre tout ça de loin, c'était assez irréel. Donc je suis clairement pas la personne la mieux placée pour en parler, parce que je n'ai ni les connaissances ni la compréhension de tous les éléments, mais je pense que c'est quand même important d'en parler et de le mettre en lumière, parce que personne ne le fait finalement. Les médias ne l'ont pas fait, et d'ailleurs je sais plus où j'ai lu ça récemment, mais c'était une journaliste spécialisée dans les conflits internationaux qui disait qu'il y avait en moyenne, je crois, 400 insurrections par an et que les médias n'en traitaient que 40. Donc voilà, je pense que c'est important de le mettre en lumière. Et puis moi, c'est vrai que ça a vraiment conditionné mon expérience là-bas, puisque quand on va dans un pays qui a une histoire aussi complexe que forcément on s'imprègne de ça, on se sent concerné. Je suis un petit peu émue, je suis un petit peu émue d'en parler.
Ils sont un petit peu seuls face à leurs voisins, on va dire, qui n'ont pas les mêmes moyens militaires et économiques. Après, le monde est ainsi fait, hein. Il y a toujours eu des injustices et il y en aura toujours. Mais voilà, c'est vraiment quand on va à l'étranger qu'on se rend compte de la chance qu'on a européenne, de nationalité française, la chance que j'ai d'être dans ce pays qui est la France et d'avoir cette possibilité aussi de voyager, de pouvoir découvrir le monde, puisque pareil, là-bas, les personnes que j'ai rencontrées qui avaient mon âge, elles n'avaient pas forcément cette possibilité de pouvoir voyager dans le monde, de s'ouvrir à d'autres cultures, d'avoir ces opportunités-là. Donc ça, c'est vraiment une chance qu'on a et il faut en prendre conscience. Et du coup, ça me fait penser là à une rencontre que j'ai faite. C'est une discussion que j'ai eue justement avec une très bonne amie arménienne avec qui je suis encore en contact. Cette personne-là, en fait, je l'ai rencontrée sur une de mes missions de volontariat donc à la Galerie nationale d'Erevan. Donc, c'était une collègue arménienne qui, au début, est venue me parler parce qu'elle a une fascination pour la France et j'étais française. Donc, forcément, voilà, elle a fait un transfert, une projection, on va dire, sur moi. Mais le feeling finalement s'est fait assez rapidement et on s'est rendu compte qu'on habitait dans le même bâtiment. On était voisines d'une ville d'1 million d'habitants, donc c'est quand même c'est fou. C'est quand même un hasard assez rigolo. Et on est devenus très proches, si bien qu'on a fini par se côtoyer même en dehors de ce musée. Et puis un jour, on se baladait à la fin de notre journée de travail et là, elle me dit « Écoute Camille, je vais me marier au mois de septembre. J'aimerais bien que tu sois mon témoin. » Mais non. Qui l'eût cru en allant en Arménie que je serais témoin d'un mariage arménien. Trop bien. Et oui, grâce à ça, j'ai eu vraiment la chance de m'immerger au cœur finalement de la culture arménienne, de pouvoir découvrir tout ce qui, comment dire, enfin, disons que les mariages arméniens, c'est très très ritualisé, très protocolaire et moi j'ai pu participer à ça et finalement être dans les coulisses de ça, que ce soit pour la préparation, puisque je l'ai accompagnée essayer les robes de mariée. J'ai choisi sa robe de mariée avec elle. Et puis le jour du mariage, j'ai fait la cérémonie religieuse avec elle et c'est très drôle aussi, puisque à un moment donné, les témoins sont censés embrasser la croix arménienne. Donc le prêtre me dit en arménien d'embrasser la croix. Moi, je ne comprenais rien. Tout le monde était autour de moi en train de regarder. Tu avais le témoin à côté de moi, donc le témoin du marié qui me dit « Kiss the cross, kiss the cross ». J'étais là « Ok ». Et voilà, petit moment de solitude, mais j'ai fini par embrasser cette croix arménienne. Tout s'est bien passé. Et puis après, donc on a fait la réception. Et c'est vrai que les mariages arméniens, c'est vraiment des événements qui se font en grande pompe. Tu as les caméras qui te suivent du début à la fin, que ce soit dans la voiture, sur le trajet, de chez toi à l'église, ensuite de l'église à la salle de réception. Tu as des caméras qui tournent partout, tu as de la musique. Trop bien. Une ambiance très très vive et c'est un vrai privilège pour moi de pouvoir être témoin finalement d'une partie de la culture arménienne et puis être témoin aussi de cette personne finalement que je ne connaissais que depuis quelques mois et qui m'a donné cette opportunité finalement d'être présente et d'avoir un rôle quand même significatif dans un moment de sa vie qui est important, quoi. Donc c'était vraiment un très beau cadeau qu'elle m'a fait et j'espère que peut-être un jour je lui rendrai l'appareil. Trop bien, ouais. Ça, moi, en plus, déjà, là-bas, j'adore les mariages, mais alors en plus, quand c'est des mariages qui sont d'une culture qui est différente de la nôtre, je trouve ça encore tellement plus enrichissant, quoi. Oui, non, mais c'était vraiment... pour le coup, ça fait vraiment partie des surprises en voyage. C'est des choses qu'on ne planifie pas, auxquelles on ne s'attend pas, et puis paf, ça te tombe dessus. Une rencontre... Et tu te retrouves à vivre une situation que tu n'aurais jamais imaginé avoir la chance de vivre. Et ça, je trouve aussi que c'est très caractéristique de l'Arménie.
tu vas rencontrer des gens au milieu de nulle part, tu fais une randonnée, tu te retrouves au milieu de nulle part, tu tombes sur quelqu'un et cette personne-là va t'inviter chez elle à partager le repas, t'inviter à prendre un café. Ils ont vraiment cette culture de l'hospitalité. C'est tellement facile de faire de l'autostop là-bas. Limite, t'as même pas besoin de demander aux voitures de s'arrêter, c'est elles qui s'arrêtent pour toi. Le nombre de fois où je me suis retrouvée à faire de l'autostop avec des personnes qui s'arrêtaient en plein milieu du trajet pour aller faire les courses, pour m'acheter des fraises ou de la bière. Enfin, vraiment, ils sont vraiment dans le don de soi. J'avais jamais vu ça avant. Parce que c'est vrai que nous, en France, on est quand même beaucoup plus individualiste. Et eux, ça s'explique aussi, comme je disais, par leur histoire, mais ils sont très soudés les uns avec les autres. D'ailleurs, on dit que quand deux Arméniens se retrouvent, peu importe où ils se retrouvent dans le monde, si deux Arméniens se retrouvent, alors eux deux, ils créent une nouvelle Arménie. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire, quoi. C'est que vraiment, c'est des personnes qui sont très, très, très soudées et qui le sont entre elles, mais aussi avec les autres. Il y a vraiment cette culture de l'hospitalité et ouais, j'ai trouvé ça très, très touchant. J'ai été très touchée par leur accueil. Ça se voit et c'est pour ça que ça me fait plaisir qu'on puisse en parler parce que du coup, j'espère que ça motivera d'autres personnes aussi à aller voir leur générosité. Oui, après, il n'y a pas que ça. Il y a la très bonne nourriture, la fête, parce que c'est vraiment des gens très festifs. La musique est incroyable. Les paysages sont incroyables. Oui, en fait, c'est un pays qui a énormément à apporter et comme plein d'autres pays d'ailleurs. Là, je parle de l'Arménie puisque c'est mon expérience et que j'ai vécu là-bas pendant 8 mois. Mais bien évidemment que c'est pas le seul pays à découvrir et que chaque destination a quelque chose à apporter et est enrichissante à sa manière. Parce que effectivement, tu me demandais, j'ai pas rebondi là-dessus, mais quelle était la religion là-bas. Donc oui, c'est la religion chrétienne orthodoxe et ils sont très pratiquants là-bas. Il y a énormément de sites, de monuments religieux, de monastères qui, pareil, valent le détour. Ils ont un alphabet propre à eux, ils ont une identité propre à eux. Top, en tout cas moi tu m'as bien donné envie d'aller voir, d'y aller. Bon, ça sera pas de mal à veille malheureusement parce qu'il y a tellement de pays où j'ai envie d'aller et en ce moment on ne peut aller nulle part. Mais j'irai, ça c'est sûr. Mais donc du coup, si toi tu devais te passer, si tu pouvais reparler à Camille qui justement a reçu cette offre pour partir en Arménie et quand tu as pris cette décision d'y aller, est-ce que tu te passerais un petit message ? Oui, alors du coup je l'ai anticipé cette question. Je l'ai anticipé parce qu'effectivement c'est pas si simple d'y répondre. Qu'est-ce que je dirais à cette Camille ? Je lui dirais simplement d'y aller. Que c'est une expérience qui va lui permettre de grandir, de découvrir une nouvelle culture et d'acquérir un nouveau regard sur le monde. Et je dirais que toutes les questions existentielles qu'elle se posait avant, elle se les posera toujours autant, si ce n'est plus, à l'issue de son expérience, parce que c'est bien connu, les voyages ouvrent l'esprit. Et je pense qu'on découvre le monde pour se découvrir soi aussi. Mais de toute façon, la vie, c'est ça aussi. C'est pas forcément arrêter de se poser des questions, c'est plutôt aller à la rencontre des réponses, je dirais, tout en se laissant surprendre par ce qui se présente à soi. Et je pense que les choses se font quand elles doivent se faire. C'est une question de timing, de choix, d'opportunité aussi. Et c'est vrai que même si le chemin que j'ai choisi m'a pas forcément mené je dirais, à la stabilité professionnelle et sociale que je peux observer de plus en plus autour de moi, dans mon entourage. Rien n'empêche d'aller la chercher demain si j'en ai envie. Et j'ai envie de rebondir sur ce que disait Oriane dans son interview que j'ai écoutée lorsqu'elle raconte son expérience au Chili, qui est vraiment une interview qui m'a beaucoup touchée. Ce que disait Oriane, c'est que la stabilité, elle vient avant tout de l'intérieur et je trouve que c'est tout à fait juste. La seule maison dont on reste propriétaire toute sa vie, c'est nous-mêmes. Et je pense que c'est quand on est jeune qu'il faut oser faire les choses.
Et c'est, à mon sens, la mise en mouvement qui permet de trouver l'équilibre, de créer et de construire un projet de vie en conscience, en ayant expérimenté aussi la vie en dehors de son cadre de référence. Parce que je sais très bien que la façon dont je perçois les choses aujourd'hui, si j'avais pas fait cette expérience-là à l'étranger et si je n'étais pas encore en train de la faire aujourd'hui en Italie, je verrais les choses différemment, forcément. Mais tout ça pour dire que je trouve que les expériences vraiment à l'étranger permettent vraiment de s'ouvrir à de multiples possibilités, de comprendre beaucoup de choses sur soi et sur les autres, sur le monde, d'avoir un nouveau regard sur le monde. Donc oui, je lui dirais à cette Camille, vas-y, tu vas pas rentrer en ayant toutes les réponses. Et de toute manière, c'est pas tellement le but, mais tu vas faire du chemin. Et est-ce que c'est pas ça le plus important finalement? C'est très bien dit, donc. Mais c'est une très bonne question. C'est une très bonne question parce que ça permet aussi de prendre du recul sur ce qu'on a vécu. Et je me rends compte aujourd'hui finalement que cette expérience, elle s'est terminée il y a 2 ans, mais même encore aujourd'hui, je découvre certains apports que ça a pu avoir en termes un titre personnel, professionnel, en termes de connaissance de soi, de compétences, du temps à digérer l'expérience à l'étranger, surtout ce genre d'expérience où vraiment on s'ouvre à un univers qui est complètement différent du nôtre. Donc on se redécouvre aussi finalement, puisque tout ce qu'on pensait être, tout ce qu'on avait appris, tout ce qu'on savait ou qu'on croyait savoir de nous, tout notre expérience, tout est revenu aussi. Puisqu'on se rend compte que finalement notre réalité c'est pas nécessairement celle de l'autre. Et moi c'est pour ça que j'adore le voyage, parce que c'est tellement enrichissant, ça ouvre à tellement de... Oui, ça apporte, enfin je pense que je me répète, j'ai l'impression de me répéter, Non, mais ça apporte un nouveau regard sur le monde et qui est vraiment important. Je pense qu'aujourd'hui c'est vraiment important si on veut faire changer les choses dans le bon sens. C'est à mon sens important d'agir à titre personnel, de se responsabiliser individuellement, de se changer soi avant de vouloir changer le monde finalement, d'être le propre acteur du changement que l'on veut voir c'est clair. autour de soi. Parce que c'est justement en allant ailleurs qu'on va faire des rencontres, on va vivre des choses qu'on vivrait pas si on était chez soi en fait, ou là où on a grandi. Après, on peut très bien rester en France déjà et faire des changements entre les régions. Bien sûr. Mais ça reste quand même pas pareil que si on changeait complètement et qu'on allait découvrir une autre culture. C'est tellement enrichissant. Non, mais je te remercie. Franchement, c'était top ton témoignage. Je le trouve aussi super émouvant, donc ça fait plaisir à entendre. Et donc, du coup, si tu voudrais conclure ce podcast, est-ce que tu voudrais partager avec nous ta citation ou chanson préférée? Il y a tellement de citations qui m'inspirent, mais comme en ce moment je suis en Italie, pour rester dans le thème, je vais te dire tous les chemins mènent à Rome. Et Rome ne s'est pas construite en un jour. Et ça veut bien dire ce que ça veut bien dire. Je trouve que c'est une citation qui reflète parfaitement l'expérience du voyage. En tout cas, moi, l'expérience que j'en ai eue, c'est que les choses prennent du temps. Il faut savoir être patient et tout vient à point à qui sait attendre. Quand on sait ce qu'on veut et où on va, les choses se font naturellement. Alors pas toujours comme on voudrait qu'elles se fassent, mais encore une fois, c'est une question de timing. Et puis oui, la vie est une expérience. On a toute la vie pour découvrir et se découvrir. Top. Donc voilà, j'ai répondu un petit peu plus loin non, c'est top. ta question, citation. C'est top, et j'allais justement rajouter qu'ici, depuis que je suis en Guadeloupe, on a transformé cette expression en tous les chemins mènent au Rhum, étant donné que le rhum, il y en a à foison. C'est pas mal non plus, et c'est assez juste aussi finalement. Enfin, c'est vite arrivé quand même. C'est ça. Eh bien écoute, en tout cas Camille, merci beaucoup pour ce beau témoignage. Bon, pour nos auditeurs et auditrices, comme vous l'avez remarqué, on n'a pas trop traité de l'Italie, mais on se dit que ça serait un pays et une expérience différente que celle de l'Arménie, donc on trouvera un autre témoignage pour l'Italie. En tout cas, merci beaucoup, et puis je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite, et je te dis à très bientôt. Merci à toi de m'avoir invité à partager mon expérience sur
la chaîne de podcast. C'était un vrai plaisir pour moi de me remémorer cette expérience en Arménie et j'espère que voilà, ça pourra résonner chez certaines personnes et pourquoi pas donner envie à certaines personnes de voyager et de découvrir l'Arménie. En tout cas, si c'est un désir, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Ce serait avec grand plaisir si je peux donner des informations et des conseils pour pouvoir partir quelques semaines, quelques mois ou, qui sait, quelques années en Arménie. Super. Eh bien écoute, merci beaucoup. Et donc du coup, je te souhaite une très bonne soirée. Merci à toi également. Salut.